Dans cette séance, on va comprendre le principe de la descente des charges pour faire le dimensionnement et le ferraillage des éléments en béton armé. Alors nous répondrons aux questions suivantes. C'est quoi d'abord le principe de la descente des charges? Comment faire la descente des charges? On va faire un exercice de base et un exercice plus compliqué avec la dégression de charges. Et la dernière question, c'est comment faire le dimensionnement et le redimensionnement des éléments. Dans un bâtiment, la transmission des efforts, des charges, se fait du haut vers le bas de la structure porteuse. C'est ça, tout simplement, la descente des charges. La force de gravité qui agit sur la structure, c'est-à-dire sur le bâtiment, mène que la résultante des forces soit vers le sol. C'est pour cette raison que la descente des charges se fait du haut vers le bas. Donc, comme définition, la descente des charges est le principe de 1. Distribution et 2. Transfert des charges dans une structure, dont l'objectif étant de connaître la répartition et les cheminements des dites charges sur l'ensemble des éléments porteurs de la structure. Toute structure étant soumise à des charges gravitationnelles, le cheminement des efforts s'effectue du niveau plus haut, toiture, vers le niveau le plus bas, fondation. On va voir ce cheminement après. Mais maintenant, pourquoi on fait la descente des charges? C'est quoi le but de cette opération? La réalisation d'une descente de charge permet de dimensionner les éléments de la structure porteuse d'un bâtiment. On va voir après les éléments porteurs. Elle permet aussi de choisir la forme, l'épaisseur et le matériau de chaque élément structural. Permet également de s'assurer que le bâtiment ne s'enfonce pas dans le sol, comme on a vu dans le cours de fondation, le phénomène de tassement. Permet de définir le système porteur, c'est-à-dire squelette du bâtiment. Et avant de passer aux éléments porteurs, il faut répondre aussi à la question quand. On a vu le quoi et le pourquoi. Maintenant, c'est quand. C'est quand fait-on la descente des charges. La descente de charges se fait en amont, floul, pour objectif d'étudier le transfert des charges, comme on a vu, et la répartition et le cheminement dans la structure depuis le haut jusqu'aux fondations. C'est une opération qui se fait avant le dimensionnement. Maintenant, on va voir le cheminement. On va suivre ce cheminement des charges. Comment la charge est transmise d'un élément à un autre. Tout d'abord, les charges sont appliquées au premier plan au plancher ou dalle d'une manière surfacique, rarement linéaire. Le plancher, s'appuyant sur son pourtour sur des poutres, transmet à ces dernières les charges et surcharges qui lui sont appliquées, des charges linéaires. À leur tour, les poutres s'appuyant sur les porteurs verticaux, poteaux et voiles au mur, ici les poteaux, on va parler des poteaux, les poutres transmettent à ces derniers une charge concentrée, NU, l'effort normal de compression. Les poteaux sont ainsi amenés à collecter les charges et surcharges transmises par les différents étages de la structure, niveau par niveau, pour transmettre à leur tour aux fondations ces charges, et les fondations à leur tour transmettent les charges au sol. Et le sol renvoie une charge équivalente au supérieur pour stabiliser notre ouvrage. C'est ça le principe de la descente des charges. C'est comme ça que ça se fait, la transmission et le cheminement des charges dans la descente des charges dans un bâtiment de béton armé. La descente de charges, c'est un cheminement des charges dans une structure porteuse. Alors, c'est quoi un système porteur? La structure composée de tous les éléments porteurs est appelée système porteur. Il correspond au squelette du bâtiment. Le reste constitue l'enveloppe du bâtiment. Il existe 4 familles d'éléments porteurs. On a les porteurs horizontaux, plancher ou dalle et poutres. Les porteurs verticaux, on a les poteaux, murs ou voiles. On a les charpentes et les fondations. Alors, c'est une descente des charges. Quels sont les différents types de charges? On a déjà vu ça dans la première séance de BAOL, mais ici, comme un rappel, on a les charges permanentes, bien sûr, G,
On les appelle ainsi car ce sont des charges fixes qui imposent en permanence des efforts sur la construction, c'est-à-dire elles sont fixes dans le temps. On retrouve le poids des éléments porteurs tels que les poutres, les poteaux et les murs, les poids propres des poutres, poteaux et murs, mais aussi il y a le poids des éléments non porteurs tels que les isolants, les revêtements, les équipements fixes dans le temps. Ces charges sont définies par la masse volumique des matériaux ou le poids surfacique ou ponctuel de l'équipement. Comme exemple, le béton armé courant a une masse volumique de 25 kN par mètre cube, le plâtre 10 kN par mètre cube. On a vu les charges variables, on les appelle ainsi car ce sont des charges qui varient dans le temps et on retrouve deux catégories, les charges d'exploitation et les charges climatiques. Pour les charges d'exploitation, notez Q, elles sont caractérisées suivant l'utilisation et l'exploitation spécifique du bâtiment. Cela prend en compte l'usage normal des occupants, le mobilier, les véhicules, etc. Comme exemple, les salles de restaurant, café, cantine, pour nombre de places assises inférieur à 100, on a une masse volumique de 2,5 kN par mètre cube. Et bien sûr, les charges climatiques, on prend en compte des charges qui ont une incidence sur le bâtiment comme la neige, symbolisée par S. C'est une charge statique verticale qui varie en fonction des régions et de l'altitude. Le vent, symbolisé par W, c'est une action complexe qui entraîne des effets statiques de dépression et de suppression sur les parois, mais aussi des effets dynamiques, phénomène de résonance sur la structure. On va voir ce phénomène par la suite en plus de détails. Les charges particulières, on trouve les charges thermiques liées aux variations de température et les charges sismiques générées par les tremblements de terre. Il y a des autres charges comme les vibrations, machines, les pas sur un plancher, les explosions, etc. Et on peut catégoriser les charges aussi en charges horizontales et verticales. Pour les charges horizontales, une structure est soumise à des charges horizontales, notamment dues aux charges climatiques telles que le sismique et le vent. Le dispositif pour reprendre ces charges est le contreventement, on a vu ça. Il permet de transmettre au sol l'effet des actions horizontales et limiter les déformations d'ensemble de la structure. Dans un bâtiment en béton armé, ce sont les voiles, les planchers, les cages escaliers et d'ascenseurs qui font le contreventement. Dans un bâtiment en acier ou en structure bois, il faut penser à placer des contreventements dans les trois plans perpendiculaires au bâtiment. Comme j'ai dit, on va voir le contreventement dans le parasismique, Inch'Allah. Et les charges verticales, comme expliqué, la structure subit les lois de la gravité. Les charges verticales sont liées au poids propre des éléments structurels, à la charge climatique telle que le vent et la neige et à la charge d'exploitation suivant l'utilisation du bâtiment. Alors même que on a déjà vu les charges, c'était nécessaire de faire un rappel parce qu'on fait la descente des charges. Il faut maîtriser la nature des charges et ses catégories. Pour faire la descente des charges, on doit déterminer la surface d'influence. Comme vous savez, un plancher d'une structure doit se reposer sur des appuis. Des appuis, on parle ici de poutres, aux voiles, aux murs porteurs, c'est-à-dire des éléments porteurs. Et pour déterminer la charge concentrée sur le poteau, on doit déterminer la surface de plancher reprise par ce poteau. Et ces surfaces de plancher sont appelées surfaces d'influence et notées SP. Alors, comme définition, surface d'influence, c'est la surface de charge qui sera reprise par un élément structural d'un niveau inférieur, c'est-à-dire depuis le plancher aux poutres, niveau supérieur, niveau inférieur, quel que soit le matériau de construction, pour déterminer les charges transmises par la dalle aux poutres ou aux voiles. Et pour tout type de charge G, Q ou S, il faut se servir de la surface de plancher reprise par ces poutres ou voiles. Comme j'ai dit, ce sont appelées surfaces d'influence et notées SP. On va voir maintenant plusieurs exemples pour comprendre le principe de la surface d'influence. Pour déterminer la surface d'influence pour un plancher porté dans un seul sens, on a la charge posée sur deux côtés
Donc, la surface du plancher est divisée en deux parties égales parallèlement aux porteurs. Porteur numéro 1 et numéro 2. Comme on peut voir ici dans cette modélisation. Dans le deuxième cas, le cas d'un plancher porté dans les deux sens, les charges sont posées sur 4 côtés du plancher en suivant des lignes de rupture à 45 degrés comme vous pouvez voir ici, par rapport aux angles bien sûr de la dalle pour un angle droit. Cette inclinaison à 45 degrés conduit à des découpes en triangle et trapèze isocèle et on a donc 4 zones d'influence sur chaque élément porteur. Avec chaque surface, comme j'ai dit, est associée à un seul appui, un seul poteau ou un seul voile. Et le transfert des charges se fait bien sûr sur l'appui associé. Alors dans cet exemple, il faut déterminer la surface d'influence pour poteau 1 et poteau 2 et pour le voile V1. Je vous laisse déterminer les surfaces d'influence. Alors pour répondre à cet exemple, en règle générale, chaque poteau partage la charge de la dalle qu'il supporte avec les poteaux avoisinants. Et on a ici chaque dalle à 4 rectangles. Alors pour le poteau de rive, sa zone d'influence pour le poteau 1, sa zone d'influence est 1,5 Lx fois 1,5 Ly, un quart de la surface de la dalle. Et pour le poteau 2, la zone d'influence est Lx fois Ly, parce que le poteau reprend un quart ici, un quart ici, un quart ici, un quart ici, ça fait un rectangle de Lx fois Ly. C'est la même chose, le même principe pour le poteau 3, on a une zone d'influence de Lx fois 1,5 Ly, et avec le même principe, la zone d'influence pour le voile est Lx fois 2 Ly. Maintenant, dans le calcul de la descente des charges, on a des cas simples, des cas de D, de dimension. On souhaite connaître la valeur de l'effort normal N transitant par chaque porteur vertical et chaque niveau de la structure. On a ici une charge G et Q par tonne par mètre linéaire. Cette charge est posée sur deux appuis, RA et RB. Alors, en réalité, l'effort normal N agissant sur chaque poteau n'est autre que la réaction d'appui RA ou RP, parce que des poteaux, ce sont des appuis. Si par L désigne la portée de la travée de la poutre, on a RAG ou RPG égale GL sur 2. Et RAQ et RPQ, c'est QL sur 2. Donc c'est la réaction, la première c'est réaction d'appui sous charge permanente et la deuxième c'est réaction d'appui sous charge d'exploitation. On aura donc NG, poteau 1 ou 2, c'est GL sur 2, la charge fois la portée sur 2. Et pour NQ, c'est QL sur 2. On a ici le cas simple, le cas bidimensionnel. On va voir maintenant un cas tridimensionnel, le cas d'un bâtiment. Et dans l'exercice, on a les données suivantes. Un bâtiment à usage d'habitation. Les planchers sont en corps creux, 16 plus 4, c'est l'épaisseur. Et on a une terrasse accessible. La question, c'est de calculer la contrainte exercée sur le sol par les fondations à l'état limite service et à l'état limite ultime. Alors, je vous donne toujours un schéma pour répondre aux questions. Ici, c'est le schéma pour répondre à des questions de descente de charge. La première des choses, il faut déterminer les surfaces de plancher reprises par les éléments porteurs. On va ici calculer le cas d'un poteau. On va prendre un poteau P1. Après, on va déterminer les charges permanentes et d'exploitation. C'est la raison pour laquelle on a fait un rappel des charges. Troisièmement, il faut effectuer la descente de charge niveau par niveau par calcul cumulé à partir du haut et jusqu'aux fondations. C'est-à-dire, on a une cumulation de charges. Et l'étape finale, c'est de calculer la pression exercée sur le sol avec et sans coefficient de pondération, c'est-à-dire à l'état limite ultime et service. Voici le bâtiment à étudier, un R+2 avec terrasse accessible. On a ici les hauteurs de niveau. Dans cet exercice, les hauteurs des étages sont 2,5 mètres et rez-de-chaussée de mètres.
Ici, on a la vue en plan et on veut déterminer la zone d'influence pour le poteau P1. C'est simple, on va juste appliquer le principe qu'on a déjà vu. Alors ici, les dimensions des dalles, les dalles sont identiques en dimension. Alors on a 4,9 fois 4,9. Et pour le poteau P1, il reprend un quart de cette dalle, un quart de cette dalle, un quart de cette dalle et un quart de l'autre dalle. Ça fait un rectangle de 4,9 fois 4,9. C'est ça la zone d'influence de ce poteau. Maintenant, pour l'évaluation des charges, on va travailler avec les densités des charges suivantes selon la norme NFP 06004. J'ai déjà parlé de cette norme. Je vais vous donner cette norme et vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Pour les charges permanentes, on a les matériaux et leur poids volumique en kilogrammes par mètre cube. Pour les dalles 16 plus 4, on a un poids volumique de 280 kg par mètre cube. Pour l'étanchéité multicouche 12, lit de sable 1500, mortier 2000. Pour les cloisons 90 kg par mètre carré. Les revêtements 2000, plâtre 1000. Pour les charges d'exploitation, les terrasses accessibles ont un poids volumique de 150 kg par mètre carré. C'est surfacique. Et on va déterminer les charges permanentes en se basant sur la figure suivante de la terrasse accessible. C'est la figure que je vous donne pour corriger cet exercice. On a un mortier de pose en forme de pente 15 cm, un lit de sable 2 cm, puis on a l'étanchéité multicouche et la dalle en béton armé, 16 plus 4 c'est 20 cm, et l'enduit plâtre 2 cm. Tout simplement pour déterminer les charges permanentes G terrasse et d'exploitation Q terrasse pour la terrasse accessible, bien sûr, on a l'élément, l'épaisseur, le poids volumique, ça donne la charge. Pour mortier de pose en forme de pente, 0,15 c'est l'épaisseur, fois le poids volumique 2,8, c'est 0,42 kN par mètre carré. Pour le lit de sable, on trouve une charge de 0,3. L'étanchéité, c'est déjà donné 0,12. La dalle encore creux, c'est 20 fois 14, ça donne 2,8. Et l'enduit plâtre, 0,02 fois 10, ça donne 0,2. On a trouvé la somme de GT égale 3,84 kN par mètre carré. C'est surfacique, c'est la dalle. La charge d'exploitation QT pour la terrasse accessible est 1,5 kN par mètre carré. C'est déjà donné. Maintenant, on va faire l'évaluation des charges pour l'étage. Charge permanente et GT et d'exploitation. Maintenant, on trouve dans l'étage les dalles encore creux, 16 plus 4. Ça donne 2,8 en charge permanente. On a les cloisons 0,9 kN par mètre carré. Les revêtements sont d'une épaisseur de 0,04 4 cm fois 22. Le poids volumique, ça donne 0,88 kN par mètre carré. Et l'enduit sous plafond, c'est toujours 0,2. Donc, on a une charge permanente pour étage de 4,78 kN par mètre carré. Maintenant, la charge d'exploitation pour étage est 1,75 kN par mètre carré. C'est pas la même que la terrasse accessible. La terrasse, c'est 1,5. Ici, c'est 1,75 kN par mètre carré. Et on va déterminer la charge permanente pour le rez-de-chaussée et d'exploitation, bien sûr. Les charges permanentes et d'exploitation d'étage et rez-de-chaussée sont identiques. Donc, GR, rez-de-chaussée, GE égale 4,78 kN par mètre carré et d'exploitation, c'est toujours 1,75 kN par mètre carré. Alors, on a fait l'évaluation des charges. Maintenant, on va trouver la charge ponctuelle sur le poteau P1, NU. Si l'on désire déterminer l'effort normal agissant sur le poteau P1, il faudra calculer la surface d'influence affectée à ce poteau. Dans notre cas, la surface d'influence
aura pour valeur, comme on a vu, 4,9 fois 4,9, ça donne 24,01 mètres carrés. Et dans cette surface, on a des poutres. Il faut calculer le retombée des poutres, c'est-à-dire la différence de hauteur entre les poutres et les dalles. La dalle, c'est 20 et les poutres, ici, on a des poutres PTR de 40 fois 30, c'est-à-dire largeur de 40 et de hauteur de 30. La différence donc est 10 cm, 30 moins 20. Et la même chose pour la poutre 3. Et la formule, c'est poids propre de la poutre égale différence de hauteur fois largeur fois longueur fois la densité du béton. Ça donne 0,3 moins 0,2 fois 0,4 fois 2,25, c'est la longueur, fois 2, c'est la même chose pour les deux poutres, fois la densité 25, ça donne un poids propre de 4,5 kN. Donc la charge ponctuelle sur le poteau P1, c'est GT égale GT fois RI plus le poids propre des poutres fois 1 le coefficient de poteau. Alors GT égale 3,84 fois la surface 24,01 plus le poids propre 4,5, ça donne 96,7 kN, c'est 9,67 tonnes. Et pour la charge d'exploitation, c'est la même chose, c'est QT fois la surface RI fois le coefficient 1 égale 1,5 fois 24,01, ça donne 3,6 tonnes. Maintenant, pour l'étage, c'est la même chose, mais on change la charge permanente et la charge d'exploitation. Donc, GE, c'est 11,92 tonnes et QE, c'est 4,2 tonnes. La même chose pour le rez-de-chaussée. Si vous avez si dans un autre exemple, vous avez d'autres valeurs de rez-de-chaussée, si le rez-de-chaussée a d'autres éléments, d'autres matériaux différents que l'étage, vous calculez une autre valeur de rez-de-chaussée. Ici, dans cet exemple, on a les mêmes valeurs. Donc, GR égale 11,92 tonnes et QR, c'est 4,2 tonnes. Maintenant, on fait la descente des charges. On fait le cumulé des charges. La charge ponctuelle sur le poteau P1 depuis terrasse, c'est 9,67 et le cumulé, c'est la même chose, 9,67. Pour Q, c'est 3,6 et cumulé, c'est la même chose, 3,6. Et pour calculer NU, on fait 1,35 G plus 1,5 Q. Ça vous donne 18,45. Et NS, c'est G plus Q, c'est-à-dire 9,67 plus 3,6, ça donne 13,27. Maintenant, on passe du niveau supérieur au niveau inférieur, au niveau suivant, c'est-à-dire étage. On a une charge ponctuelle de 11,92, mais maintenant on fait le cumulé. C'est 9,67 plus 11,92, ça donne 21,59. La charge ponctuelle Q pour l'étage, c'est 4,27 et on fait le cumulé, c'est-à-dire 3,6 de la terrasse plus 4,27 de l'étage, ça donne 7,87. Le calcul de NU se fait avec les cumulés. Alors on a 1,35 fois 21,59 plus 1,5 fois 7,87. Ça donne 40,95 et NS c'est 21,59 plus 7,87. Ça donne 29,46. La même chose pour le niveau suivant, rez-de-chaussée. On met la charge ponctuelle et on calcule le cumulé pour G et Q. Et on fait la même chose pour NU et NS. Donc, la contrainte exercée sur les fondations à l'état limite ultime, c'est NU égale 63,45 et NS, c'est 45,65. Alors, ici, on a fait la descente des charges. Maintenant, je veux faire le dimensionnement du poteau, le ferraillage de poteau de fondation par exemple. Et pour le faire, on doit d'abord calculer le poids propre des poteaux. Alors, c'est simple. Pour étage, on a hauteur de 2,5 mètres, la section 0,4,04. Donc, le poids propre, c'est la densité de béton, 2,5, c'est en tonnes,
fois la section fois la hauteur, ça donne 1 pour étage et 0,8 tonnes pour rez-de-chaussée, parce qu'on a une hauteur de 2 mètres. Alors la somme des poids propres des poteaux, c'est 2,8 tonnes. Et maintenant, on peut faire le dimensionnement du poteau. Et on doit recalculer NU. On calcule NU'. Et NU', c'est NU plus 1,35 fois le poids propre des poteaux. 1,35, c'est-à-dire à l'état limite ultime. 63,45 plus 1,35 fois 2,8, ça donne 67,23 tonnes. On peut redimensionner le poteau, si vous voulez, avec cette valeur. Mais maintenant, moi, je veux faire le ferraillage de ce poteau. Alors, comme on a vu dans le BAOL, on va suivre les étapes suivantes. On va calculer d'abord la longueur de flambement. Le poteau est encastré dans un massif et assemblé à des poutres, donc K égale 0,7. Et LF, la longueur de flambement, donc est 0,7 fois L0 égale 0,7 fois 1,5 plus 2. Ça donne 2,45 mètres. On calcule les lancements. C'est lambda égale 2 racine 3 fois LF sur A, parce que I, c'est A sur 2 racine de 3. Et on trouve lambda de 21,2. Après le coefficient de flambage, on a un lambda inférieur ou égal à 50, donc alpha égale 0,85 sur 1 plus 0,2 lambda sur 35 à la puissance 2, ça donne 0,79. Et les moitiés des charges sont appliquées après 90 jours, donc alpha égale alpha, il n'y a pas de coefficient. Et la section réduite de béton est PR égale 0,144 mètres carrés. On réduit la section 1 cm de côté. Et maintenant, on fait le calcul des armatures longitudinales théoriques. ATH égale NU' sur alpha moins PR FC 28 sur 0,9 état B fois état S sur FE. Et on travaille bien sûr, comme j'ai dit, avec NU' de 67,23 tonnes. On trouve dans cet exemple, et j'ai fait ça exprès, une valeur de moins 52,03 cm². On a trouvé une valeur négative d'acier. Dans tous les exercices qu'on a déjà travaillé, on trouve toujours des valeurs positives et on cherche les armatures d'IN. Ici, on a trouvé dans les armatures théoriques une valeur négative. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de faire les vérifications des pourcentages réglementaires. On calcule A-, c'est le max de 4U, c'est le périmètre, ou de 0,2% B. Donc, le max de soit 6,4 cm² ou de 3,2 cm². Alors, A-, c'est 6,4 cm². ATH est inférieur, bien sûr, à A-. Donc, on prend AS égale A- égale 0,4 cm². Et maintenant, on passe à la deuxième vérification. Si AS est comprise entre 2% B et 5% B, et on trouve également que 6,4 cm² compris entre 3,2 cm² et 8 cm². Le choix des armatures, toujours on travaille avec le tableau des aciers. On a AS de 6,4 cm² et on prend 4 armatures, haute adhérence de 14 mm, c'est 8,04 mm. Pour les armatures transversales, le diamètre T, c'est le diamètre max sur 3, c'est-à-dire 14 mm sur 3. On va trouver 5 quelque chose, mais on prend le diamètre 6 mm. Pour les espacements des zones courantes, on a l'espacement ST égale inf de 15 fois le diamètre min, soit de 40 cm, soit A plus 10 cm. Alors il faut choisir l'inf entre 21 cm et 40 cm et 50 cm. La première, c'est 15 fois le diamètre min, c'est le diamètre max, c'est 14. Alors l'inf de ces valeurs-là est 21 cm. Alors je vous laisse faire le dimensionnement des poteaux de rez-de-chaussée et étage, et on va passer à un autre exercice plus compliqué avec la dégradation des charges, c'est-à-dire R+, on a R+6 ou quelque chose comme ça.